Le journal Moussa Papa Aïdara. À la une de l'actualité, 65 ans de souveraineté, le Mali s'apprête à célébrer sa grandeur avec éclat. Un impressionnant défilé militaire est prévu demain, 22 septembre. Pour l'heure, les préparatifs battent leur plein et nous avons un avant-goût pour vous dans cette édition. Le Premier ministre sur le terrain des travaux d'intérêt communautaire à Bamako, il était en commune 3 pour superviser le pavage sous l'échangeur du cinéma Babemba, une action qui vise à renforcer la cohésion sociale et améliorer le cadre de vie des citoyens. Actualité hors de nos frontières en Guinée, c'est dimanche 21 septembre, plus de 6,5 millions d'électeurs sont appelés à se prononcer par référendum sur un projet de nouvelle constitution. Au Malawi, le président sortant Lazarus Chakwera dénonce des irrégularités pendant que l'attente se poursuit au fil du décompte des résultats de l'élection présidentielle. En sport, les mondiaux du cyclisme sur route se déroulent en Afrique pour la première fois. Du 21 au 28 septembre 2025, Kigali, la capitale rwandaise, accueille l'événement. 2 équipes du Mali participent à cette édition. Et compétition interclub de la CAF, le stade malien de Bamako et le Djoliba AC seront sur le pont cet après-midi. Focus Santé nous alerte aujourd'hui à propos des morsures de serpents. Il est recommandé à la personne mordue de se rendre immédiatement dans un centre de santé le plus proche pour bénéficier du sérum anti-venimeux avant que les complications ne s'installent. Les explications enfin de journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. 2 ans se sont écoulés depuis que 3 nations ont uni leur destin sous la bannière de l'Alliance des États du Sahel. 2 années d'efforts, de résistance et d'espoir portés par une ambition, construire un Sahel, maître de son avenir pacifique, libre et résolument tourné vers la prospérité. Aujourd'hui, l'heure est au bilan, mais surtout à la consolidation, car les fondations sont posées et il nous appartient désormais de bâtir durablement ces acquis. Retour sur le processus de création de l'AES, inspiré de la charte de l'Iptako Gourmand dans ce commentaire signé Garibou Pérou. Face à la menace persistante du terrorisme et aux multiples défis sécuritaires, les chefs de l'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont choisi d'unir leurs forces. C'est dans cet esprit de fraternité et de solidarité que le général d'armée Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Abdourahmane Tiani ont acté le 16 septembre 2023 à Bamako la création de l'Alliance des États du Sahel AES. La signature de la charte de l'Iptako Gourmand au palais de Koulouba a marqué l'acte fondateur de cette entité géopolitique et inédite en Afrique de l'Ouest. Composée de 17 articles, cette charte institue un cadre de défense collective et d'assistance mutuelle engageant les 3 nations à lutter conjointement contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée ainsi que toute menace contre l'intégrité territoriale ou la souveraineté de l'un des États membres. L'Alliance prévoit non seulement des réponses diplomatiques et pacifiques, mais autorise également en cas de nécessité le recours à la force armée pour rétablir la paix et la stabilité dans l'espace commun. Toute agression contre l'un des membres est ainsi assimilée à une attaque contre l'ensemble de l'Alliance, déclenchant une obligation d'assistance tant individuelle que collective. Le Mali a été désigné comme dépositaire de cette charte, symbole du rôle central qu'il entend jouer dans ce nouveau partenariat stratégique. Le 6 juillet 2024 à Niamey s'est tenu le sommet inaugural de l'Alliance, au cours duquel les chefs d'État ont adopté le traité instituant une confédération entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. La présidence tournante de cette entité a été confiée au Mali sous le leadership du général d'armée Assimi Goïta. Notre alliance a très aussi traduit en action l'architecture de défense collective et d'assistance mutuelle mise en place pour lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et contre la criminalité en bande organisée dans notre espace commun. Je tiens à insister sur la notion d'espace commun.
Plus d'un an après sa création, la Confédération des États du Sahel s'impose comme une réalité politique et géopolitique incontournable. Sur le plan sécuritaire, des avancées notables ont été enregistrées grâce à la coordination accrue des forces armées des trois pays, désormais unis au sein d'une force conjointe. Des consultations politiques régulières et une diplomatie concernée permettent à l'ES de parler d'une seule voix tant au niveau régional qu'international. La mise en circulation des passeports biométriques de la Confédération, intervenue le 29 janvier dernier, constitue un jalon important dans cette dynamique d'intégration pour construire une intégration endogène fondée sur la souveraineté, la solidarité et la complémentarité. Demain, le Mali célébrera les 65 ans de son accession à l'indépendance. Notre pays se prépare à vivre au rythme des festivités du 22 septembre. Point d'orgue de cette célébration, un impressionnant défilé militaire au sol comme dans les airs prévu à Bamako sur le boulevard de l'indépendance. Depuis quelques semaines, le commandement militaire s'active à mettre les petits plats dans les grands afin que tout soit fin prêt pour le géant défilé militaire qui se déroulera demain, 22 septembre, en présence du chef de l'État, chef suprême des armées, avec Matina, voyons comment les préparatifs de cet événement se déroulent avant le jour J. Le Mali s'apprête à vivre le 22 septembre les festivités de son 65 ans d'indépendance. Pour la circonstance, un impressionnant défilé militaire se déroulera sur le boulevard de l'indépendance. Pour la parfaite réussite de cet événement important, le commandement militaire était à pied d'œuvre. Les responsables des différentes unités des forces de défense et de sécurité, ainsi que des écoles militaires, ont procédé durant quelques semaines à des exercices de répétition. Une phase préparatoire qui a d'abord été supervisée avec beaucoup d'attention par le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de division Kéba Sangari. Pour nous militaires, c'est une chance, un privilège de défiler le jour de l'indépendance sur le boulevard de l'indépendance devant le peuple du Mali et surtout devant le chef suprême des armées. C'est avec un esprit de fraternité et surtout un engagement sans faille qui sont en train de mener ces exercices de défilé. Des surprises existent et vont exister pour nous permettre de faire voir à la population de Bamako et de tout le Mali le savoir et le savoir-faire des femmes. Sous la direction du commandant des troupes, le général de brigade Aruna Samake, chef d'état-major de l'armée des terres, les réglages à la faveur de répétitions se sont poursuivis jusqu'à l'ultime séance de préparation, la parade des aéronefs L9 Albatros, les Mi 171 et 24 et surtout les Sukhoi. Un dernier exercice de réglage très rassurant avant le jour J. Général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta a souhaité offrir aux Maliens un grand défilé. Ce que nous avons vu est rassurant. Nous avons juste fait quelques remarques et la prise en compte de ces remarques, j'en suis convaincu, va nous permettre d'offrir le jour J aux Maliens un défilé à hauteur de souhait. Féliciter et encourager tous les porteurs d'uniformes et particulièrement ceux qui sont engagés sur le théâtre des opérations. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés et on prie pour le repos de nos disparus, civils comme militaires, tous ceux qui sont tombés pour la cause du Mali. Rassurer les otages et leurs parents que nous sommes en train de travailler pour qu'ils puissent recouvrir la liberté et venir nous trouver pour qu'ensemble nous puissions continuer la mission que nous avons commencée ensemble. Les regards sont désormais tournés vers ce lundi 22 septembre sur le boulevard. Je vous l'annonçais dans les titres, le Premier ministre, chef du gouvernement sur les chantiers de la construction citoyenne et des travaux d'intérêt communautaire, le général de division Abdoulaye Maïga, s'est rendu hier sur le site de réalisation des pavés sous l'échangeur du cinéma Babemba en commune 3 du district de Bamako. Le chef du gouvernement veut ainsi s'assurer de la mise en œuvre correcte d'une instruction donnée lors du premier conseil de cabinet en novembre 2024. Les travaux d'intérêt communautaire se poursuivent dans tous les quartiers du district de Bamako, avec en toile de fond l'embellissement des quartiers et le renforcement de la cohésion communautaire. Mamari Kone et Aliou Touré.
Échangeur du cinéma Bambemba en commune 3 du district de Bamako en cette matinée du samedi 20 septembre 2025. Le Premier ministre chef du gouvernement est accueilli par les autorités administratives, communales et traditionnelles. Annoncé lors du premier conseil des cabinets en novembre 2024, le Premier ministre est venu voir l'exécution de l'instruction relative à l'organisation des travaux d'intérêt communautaire par les membres du gouvernement. Abdul Kassim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. C'est une initiative du Premier ministre dans le cadre du renforcement des liens entre les membres du gouvernement, mais surtout le renforcement des liens entre les institutions et les habitants. Et dans ce cadre-là, l'initiative qu'il a lancée, c'est l'initiative des travaux communautaires des ministres. Et vous savez, en cette période, il y a une autre initiative qui est en cours, qui est Nagasigida Ngafasoko, qui est le concours du plus beau quartier. Enfin, grâce à cette initiative, nous avons combiné les deux, c'est-à-dire les travaux communautaires que les ministres devraient faire au niveau des différentes localités, profiter de cette initiative pour faire le lancement. Les jeunes de la commune 3 du district de Bamako effectuent sous l'échangeur des travaux de pavage après les travaux d'embellissement. Le chef du gouvernement est venu donner le bon exemple. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Tu as rappelé qu'il y a quelques mois, à l'initiative de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, nous avons lancé les travaux d'initiative communautaire. Et l'objectif recherché, c'est de renforcer les liens entre les membres du gouvernement et les braves populations maliennes. Et à cela s'ajoute, bien entendu, le souci que nous avons en tant qu'habitants, en tant que citoyens, d'apporter notre modeste pierre à l'amélioration des conditions de vie dans nos différents lieux de résidence. Et ensuite, c'est également l'occasion pour nous de mettre en relief toutes les actions de civisme initiées par le chef de l'État. Bien entendu, je voudrais remercier la jeunesse malienne sur laquelle le chef de l'État fonde énormément d'espoir, en nous associant à aux différents travaux de citoyenneté lancés par le ministre de la Jeunesse. Et comme je dis, c'est également l'occasion pour nous de leur démontrer que nous sommes de cœur avec eux, qu'au-delà même des fonctions officielles que nous avons l'honneur d'assumer et d'assurer, nous sommes d'abord et avant tout des citoyens maliens. Réfection des trottoirs, reboisement, peinture des façades ou aménagement des places publiques, chaque initiative compte. Voilà autant de travaux d'intérêt communautaire qui peuvent donner un nouveau visage à nos quartiers. Ces actions visent à soutenir le projet Nekasigida Ngafasoko, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'aménagement des quartiers et le renforcement de la cohésion communautaire. Actualité sur la scène internationale à présent. Première escale, la Guinée. Ce dimanche 21 septembre, plus de 6,5 millions d'électeurs sont appelés à se prononcer par référendum sur un projet de nouvelle constitution. Ce texte a pour but de remplacer la charte de la transition en vigueur depuis le coup d'État du 21 septembre 2021 qui a renversé le président Alpha Condé et porté Mahamadi Doumbia au pouvoir. Le pays, qui compte 14,5 millions d'habitants, se trouve face à un scrutin crucial dont les enjeux sont multiples. Bonjour Mohamed Sangaré. Bonjour Moussa Poupaïdara. Vous suivez ce dossier pour la rédaction et justement, quel est le principal enjeu de ce scrutin en Guinée ? Le principal enjeu politique est le retour à l'ordre constitutionnel. L'objectif est de mettre fin à la période de transition pour que le pays puisse retrouver sa place au sein des organisations sous-régionales, régionales et internationales. Le projet de nouvelle constitution qui compte 199 articles est au cœur de ce processus. Ses défenseurs le présentent comme un moyen de réconcilier la nation avec son histoire et de préparer le terrain pour des élections présidentielles, législatives et communales prévues fin 2025 ou début 2026. Ce texte propose plusieurs nouveautés comme la couverture santé universelle, la garantie du droit à l'éducation gratuite jusqu'au secondaire, ainsi que des mécanismes de contrôle de la corruption. Le texte prévoit également une décentralisation accrue pour apaiser les tensions ethniques et régionales et consolider l'unité nationale après
des années de crise. S'il est adopté, la nouvelle constitution conservera l'essentiel du régime présidentiel et de la répartition des pouvoirs. Cependant, de nouvelles institutions seront créées, un Sénat et une Cour spéciale de justice de la République. Cette dernière sera compétente pour juger le président et les membres du gouvernement en cas de haute trahison, de crimes ou de délits. Le mandat du chef de l'État sera justement allongé à 7 ans, renouvelable une fois. Désormais, les candidats indépendants auront le droit de se présenter aux élections présidentielles. Concernant l'équité des genres, 30% des postes électifs et à responsabilité publique devront être réservés aux femmes. Autre point, par son article 74, le projet constitutionnel accorde aux anciens présidents une immunité civile et pénale pour les actes accomplis dans l'exercice régulier de leurs fonctions. Par ailleurs, Mohamed, les principaux partis d'opposition appellent au boycott de ce référendum. Oui, tout à fait. Le texte de la nouvelle constitution que l'opposition qualifie de sur-mesure pour Mamadi Doumbouya est au cœur des tensions en Guinée. Les principaux partis d'opposition et les forces vives appellent au boycott du référendum. Dans ce contexte, le taux de participation à ce scrutin sera un indicateur crucial. Il permettra de mesurer l'impact de l'appel au boycott et l'adhésion réelle des Guinéens au projet de constitution. En effet, la campagne référendaire a été largement déséquilibrée, dominée par des partisans du texte, ce qui a suscité des vives critiques. Moussa Papaïdara. Merci beaucoup, Mohamed de Sangaré, pour toutes ces précisions. Autre destination, nous sommes au Malawi. Le président sortant Lazarus Chakwera dénonce des irrégularités pendant que l'attente se poursuit au fil du décompte des résultats de l'élection présidentielle. 17 candidats étaient en lice, dont les deux principaux, le chef de l'État sortant qui vise un second mandat et son prédécesseur Peter Mutharika. Ils s'affrontent pour la 4e fois dans les urnes depuis 2014. Bonjour Lansine Keïta. Bonjour Moussa Papaïdara. Alors les Malawites attendent les résultats sur fond de dénonciation des irrégularités. Tout à fait. La commission électorale du Malawi est à pied d'œuvre pour la compilation des résultats de 36 circonscriptions électorales du pays avant d'annoncer le nom du vainqueur. Le peuple retient son souffle car le président sortant Lazarus Chakwera a dénoncé des irrégularités dans près de la moitié des districts du pays. Sa formation politique, le Parti du Congrès du Malawi, a déjà saisi la commission électorale. Un autre parti, le Front démocratique uni, a dénoncé également devant la presse des irrégularités sérieuses dans de multiples centres de centralisation des résultats. Ces dénonciations ont provoqué la fermeture de 4 chaînes de télévision, dont le diffuseur public, qui ont interrompu leur diffusion de résultats sous l'effet de pression, selon une organisation de défense des droits de la presse. Le Forum de la société civile a elle aussi exhorté la police à accélérer ses enquêtes sur les accusations de falsification des résultats. Pour l'instant, 8 personnes ont été arrêtées. Selon la police, elles travaillaient à la saisie des données de l'élection et auraient essayé de manipuler des chiffres. Moussa Papa, il faut rappeler que les accusations d'irrégularité lors des élections sont régulières au Malawi. En 2019, la réélection de Peter Mutharika avait été invalidé. Il avait dû s'incliner face à Lazarus Chakwera lors d'un nouveau scrutin. Pour le moment, les Malawites restent sur leur faim et suivent de très près l'évolution de la situation. Et vous aussi, vous suivez ce dossier pour la rédaction de très près. Merci beaucoup, Lansine Keïta. Et vous restez avec nous pour la suite de cette édition. C'est le sport. Les mondiaux du cyclisme sur route se déroulent en Afrique pour la première fois en 103 d'existence. Du 21 au 28 septembre 2025, Kigali, la capitale rwandaise, accueille l'événement. 2 équipes du Mali participent à cette édition. Et puis la 4e édition de la Coupe du Mali du Football travailliste a été remportée par Sahel Emploi aux dépens de la BMSSA, battue 5-1. Et sur le continent, compétition interclub de la CAF, le stade malien de Bamako et les Djoliba AC seront sur le pont cet après-midi. Et terminons par le handball. Les rencontres de poule de la Coupe du Mali commencent ce dimanche au stade Mamadou Konaté. Voyons tout cela avec Famourou Djourté.
Les rencontres de poules de la Coupe du Mali de handball démarrent ce dimanche au stade Mamadou Konaté. Il y aura Centre Maïga de la base CMB et Sigidekaï en dames et Commune 6 contre COM chez les messieurs. Pas de match prévu pour lundi 22 septembre. La compétition se poursuivra mardi et ce jusqu'au 28 septembre 2025, date de la finale. Les équipes s'affrontent en poule unique, aussi bien chez les dames que chez les messieurs en raison de la fusion de l'AS Police et de l'USFAS. Les 4 premiers sur chaque tableau se qualifient pour les demi-finales. Les éliminatoires se jouent au stade Mamadou Konaté. La finale est prévue dans la salle Abdallah Maman Aïdara du stade du 26 mars. Football à présent, le stade malien de Bamako entame sa campagne africaine pour la saison 2025-2026 ce dimanche 21 septembre. Pour le compte du premier tour préliminaire en Ligue des Champions, les Blancs de Bamako affrontent l'AS Tempête de la Centrafrique dans une double confrontation. Les Centrafricains n'ayant pas un stade homologué reçoivent au compte de la manche aller les Maliens au stade Diapoma de Douala au Cameroun. Hama Mandian, capitaine et milieu de terrain du stade malien de Bamako. Notre objectif, c'est de rentrer en phase de poule et nous allons tout faire aussi pour y accéder. Moril Messak Njoya, entraîneur du stade malien de Bamako. Nous mettons toutes les chances de notre côté pour ne pas être surpris. Le coup d'envoi du match entre l'AS Tempête Mokafo de la République centrafricaine et le stade malien de Bamako est prévu pour 14h temps universel. En Coupe de la Confédération de la CAF, notre représentant cette année sera le Djoliba AC. Le Djoliba AC se fixe pour objectif de remporter le trophée de la Coupe CAF. Pour y parvenir, beaucoup de choses ont changé au sein des Rouges de Bamako, au niveau des joueurs et également au niveau du staff. Boudou Mori, entraîneur du Djoliba AC. Une équipe n'est jamais fin prête, mais je pense que pour ce match-là, nous sommes quand même prêts. Nous avons travaillé dans de bonnes conditions, nous avons bien préparé les jeunes. Les Rouges de Bamako commencent aussi leur campagne africaine à l'extérieur chez le club nigérian Dabia Warriors. Coup d'envoi de la rencontre 15h temps universel. Toujours en football, éliminatoire à Coupe du Monde féminine de moins de 20 ans, la qualification pour le 3e tour entre le Mali et la République démocratique du Congo se jouera à Kinshasa. Les deux équipes se sont séparées sur le score de parité 1-1 ce samedi au compte du match aller du 2e tour éliminatoire au stade Mamadou Konaté. Ce sont les Maliennes qui ont ouvert le score peu avant la demi-heure de jeu par l'intermédiaire de Kadiatou Diabaté sur une situation standard. Les Congolaises rétablissent la parité en seconde période après l'heure de jeu grâce à Catherine Malou. Score final 1 but partout entre le Mali et la République démocratique du Congo. Agnès Sandra Makombele, entraîneur de l'équipe féminine U20 de la République démocratique du Congo. Notre objectif c'était de faire un bon résultat et surtout de gagner les matchs. Là on a fait match nul, je pense que c'est déjà un bon résultat aussi pour nous. C'est pas fini, on va continuer à travailler. Oumar Guindo du Coplan, entraîneur de l'équipe féminine U20 du Mali. On m'a nommé juste il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, je ne savais pas comment on devait jouer même aujourd'hui. On a commencé les pratiques, ça fait juste 4 jours. Malgré tout, les jeux ont eu leur maillot, on ne se décourage pas. La phase finale de la Coupe du monde féminine de football des moins de 20 ans se tiendra en Pologne du 5 au 27 septembre 2026. Toujours en football, mais cette fois dans une autre discipline, la Société africaine d'études et de réalisations Saher Emploi remporte la 4e édition de la Coupe du Mali de futsal travailliste. Elle s'est imposée 5-1 en finale face à la BMS SA. C'était ce samedi sur un terrain annexe du stade Mamadou Konaté. Après avoir conquis le titre du championnat national de futsal travailliste, Saher Emploi réalise le doublé Coupe Championnat en remportant la 4e édition de la Coupe du Mali de la discipline. En cyclisme, les championnats mondiaux démarrent ce dimanche à Kigali, au Rwanda. Le Mali compétira dans 2 catégories, espoir et junior. C'est les espoirs, autrement dit les moins de 23 ans. Tchemogo Djamoutene, le récent champion du Mali, Tchemogo Diallo, Sidiki Diarra, Fidel Sissé et Djandouba Diallo composent cette équipe. C'est les juniors. L'équipe du Mali est constituée de 2 cyclistes, à savoir Bakary Bagayogo et Seibou Kone. Pour la première fois de l'histoire, les championnats du monde de cyclisme sur route se tiennent en Afrique. Pour cette première, il se déroule au Rwanda. Kigali, la capitale rwandaise située à plus de 1500 mètres d'altitude, offrira un terrain de jeu inédit aux coureurs du monde entier durant 8 jours de compétition intense du 21 au 28 septembre 2025. Focus Santé. Dans les zones rurales, la population est souvent victime des morsures de serpents. Ces serpents injectent leur venin dans le cœur de la personne, dans le corps bien sûr de la personne mordue. Face à cette envenimation, des soins médicaux d'urgence doivent être pratiqués le plus tôt possible. C'est pourquoi il est recommandé à la personne mordue de se rendre immédiatement dans un centre de santé le plus proche pour bénéficier du sérum antivénineux avant que les complications ne s'installent. Les précisions avec Kumba Sissé dans Focus Santé en rediffusion. Quand des serpents comme le cobra ou la vipère mordent, ils inoculent leur venin dans le corps de leurs victimes. Cette injection du venin à travers une morsure appelée envenimation laisse des traces sur la partie mordue et provoque d'autres réactions sur le corps,
Professeur Amadoun Diko, anesthésiste réanimateur au point J. Depuis la porte d'entrée, la partie mordue, on va avoir 2 points qui sont distants de quelques millimètres. Et secondairement, immédiatement sur le lieu de la morsure, il va ressentir des malaises, ça c'est les signes généraux, mais une douleur vive, à type de brûlure. L'envénémation, c'est un problème de santé publique. Selon l'OMS, il y a quand même 1 million de cas d'envénémation en Afrique et 20 000 décès. Juste après l'acte, la partie mordue doit rester immobile et il y a d'autres consignes à suivre. Sur le lieu de la morsure, il faut d'abord rassurer le mordu, le calmer. Il ne faut pas faire de garrot. Non seulement cela ne va pas empêcher la diffusion du venin, mais cela va compromettre le pronostic vital du membre si le garrot est placé trop longtemps. Il ne faut pas faire de succion, essayer d'aspirer le venin. Cela peut exposer la personne. Pour limiter les dangers, l'intéressé doit se présenter immédiatement dans une structure de santé la plus proche. Le délai de prise en charge est capital. Sur le lieu, faire un bandage avec un bout de bois, si on a la possibilité, pour que ce membre-là ne bouge pas et conduire la personne le plus tôt possible. Le sérum antivénémeux, c'est le traitement, on va dire, étiologique. C'est ce qui va permettre de neutraliser le venin, mais à côté, il y a le traitement symptomatique. Ce qu'on constate et ce qui aggrave la situation, c'est le fait que ce délai de prise en charge est rallongé. La population, dans plus de 80% des cas que nous rencontrons, ils vont d'abord chez le tradithérapeute. Plus la personne mordue traîne à la maison, plus la situation se complique. Injecter quelques doses du sérum antivénémeux à une personne mordue juste après l'acte permet d'éviter des complications graves. Focus Santé. Ainsi prend fin cette édition qui vous a été présentée par Moussa Papa Idara, mise en onde bien assurée par Bitou Traoré. Et vous pourrez retrouver ce journal sur nos différentes plateformes digitales grâce à la dextérité de Cheikh Abdelaziz Koulibaly. Réalisation, coordination Ousmane Dao. À suivre Rétro 7 avec Lancine Keita. Merci à tous pour votre attention. Prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, garde le sourire quoi qu'il arrive et à très vite sur le RTM.